Alors, mon nom est Julie. Mon nom est Julie. Je serai votre animatrice pour cette table ronde ce soir qui rassemble des femmes d'exception. On va parler d'agriculture urbaine, des agricultures montréalaises pour la transition écologique. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour partager ce moment-là. Alors, sachez que l'événement est enregistré, comme vous avez pu l'entendre, et sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Espace pour la vie. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, c'est le bon moment pour éteindre sa caméra. Par contre, si ça ne vous dérange pas, au contraire, je vous invite à la conserver allumée pour ajouter un petit peu plus de convivialité à cette soirée. On veut vous voir. Alors, avant de vous présenter nos 4 invités de ce soir, laissez-moi vous présenter le rendez-vous horticole. Normalement, là, c'est une grande foire extérieure qui se veut un lieu de rassemblement, de découverte et d'échange entre les experts horticoles et les passionnés d'horticulture. Et puis cette année, justement, vous pouvez venir visiter cet événement-là du 28 au 30 mai, en fin de semaine. Donc, vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site d'Espace pour la vie. Cette année, malgré la situation sanitaire actuelle, l'objectif du petit rendez-vous horticole demeure le même, mais se veut davantage éducatif, axé sur le partage de connaissances. Alors, cet événement virtuel en est la preuve, justement. On vous offre 3 soirées riches en contenu qui portent sur différents sujets. Vous allez voir, c'est différentes thématiques, différents invités, mais qui rassemblent toutes notre grande thématique de la transition écologique. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on entend par transition écologique? Quand on dit transition écologique, qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Je vous laisse 2 petites secondes si vous voulez écrire dans le chat qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de transition écologique. Bon. Alors, la transition écologique propose un nouveau modèle économique et social qui nous permet de répondre aux enjeux écologiques de notre société, comme les changements climatiques, la réduction de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles et bien d'autres. Dans le fond, il s'agit de repenser un peu notre façon d'être, notre façon de faire les choses, afin de s'unir dans l'objectif de vivre ensemble sur un territoire plus écologique et beaucoup plus durable, ce qui fait partie justement d'une des priorités actuelles de notre belle ville de Montréal. Ah oui, je voulais vous parler aussi que dans le chat, vous allez voir un formulaire d'appréciation de l'événement virtuel, car vu que c'est une nouvelle formule, on veut connaître votre opinion, on veut savoir vos commentaires. Alors, vous pouvez participer. OK, j'ai vu qu'il y avait des réponses, je les ai vues un petit peu en délai, mais merci de votre participation. Donc, le formulaire d'appréciation, comme vous le voyez, en fait, c'est ça exactement. Vous courez la chance de gagner un des 2 sacs cadeaux qu'on voit ici derrière moi, qui est une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique. Si vous participez, vous courez la chance de gagner un de ces sacs-là, plus des laissez-passer pour le Jardin botanique. Puis je suis contente, c'est ça, je vais revenir sur la définition de la transition écologique. Il y a Olivier qui a écrit un changement nécessaire, faire autrement, faire mieux et plus pour la nature. Donc, on se rejoint. On est sur la même longueur d'onde. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, de vous voir aussi en très grand nombre pour cette table ronde d'ouverture qui a été développée en collaboration avec Cultiver Montréal. Alors, nous allons avoir la chance de discuter avec la présidente de Cultiver Montréal et aussi avec 3 membres du réseau des agricultures montréalaises. Puis, on va parler en fait des bienfaits systémiques des agricultures urbaines, dans toute leur diversité, parce qu'on sait justement que l'agriculture urbaine a diverses pratiques. Puis justement, c'est ce qui fait sa force là, pour la transition écologique. Alors, pour vous ce soir, nous avons Marianne Viau, qui est la présidente et co-porte-parole de Cultiver Montréal. Bonsoir, Marianne, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va très bien, contente d'être parmi vous. On est très choyés de t'avoir ce soir. Alors, laissez-moi vous présenter Marianne un petit peu. Marianne, elle est biologiste de formation. Elle est présidente et membre fondatrice de Cultiver Montréal, comme je vous l'ai mentionné. Depuis son premier jardin collectif, il y a plus de 10 ans maintenant, elle est tombée en amour avec l'agriculture urbaine. On voit que cet amour-là a perduré à travers les années. Elle est apicultrice urbaine, elle siège aussi sur le CA de Miel Montréal.
Elle a également géré le programme d'agriculture urbaine de Centropole-Roulant pendant plus de 3 ans et est maintenant active dans leur collectif apicole. Elle est candidate à la maîtrise en biologie à l'Institut de recherche en biologie végétale, puis elle travaille présentement sur un projet de phytorémédiation et d'agriculture urbaine. Alors, ce soir, c'est principalement avec son chapeau de présidente de Cultiver Montréal qu'elle nous parle. Alors, merci d'être avec nous, Marianne. On va t'entendre sous peu. Merci. Merci. Notre deuxième intervenante, c'est Isabelle Garot de l'Écho de la Pointe-aux-Prairies ou de l'Écopop. Bonsoir Isabelle, ça va? Bonsoir, ça va bien. Puis j'espère aussi que tout le monde, tous et toutes vont bien aussi. Super. Isabelle, c'est une personne qui a toujours cru que ce serait en fait les citoyens et les citoyennes qui seraient les pionniers et les pionnières d'un changement en environnement. Alors, la voici qui travaille dans le milieu communautaire en tant que coordonnatrice à l'Écho de la Pointe-aux-Prairies pour développer des projets sociaux en agriculture urbaine, et ce, afin d'essayer de réduire les inégalités que vivent les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. La sécurité alimentaire et l'accessibilité à des produits frais et locaux pour tous les citoyens est une de ses priorités. Elle nous en parlera davantage ce soir. J'ai hâte d'en apprendre plus. Merci beaucoup, Isabelle, d'être avec nous ce soir. Notre troisième intervenante est Noémie Simon, qui est co-directrice du Réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, bonsoir. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. C'est réciproque. Alors, Noémie, elle est curieuse et gourmande aussi. Donc, c'est ce qui a placé l'alimentation au cours de son parcours professionnel. Elle a accompagné pendant de nombreuses années le développement puis la structuration de filières agricoles par des actions collectives favorisant une alimentation positive et durable. Alors aujourd'hui, elle co-dirige avec enthousiasme le réseau alimentaire de l'Est de Montréal qui coordonne les jardins collectifs de Montréal-Est, qui réunit 10 partenaires depuis 3 saisons, si je ne me trompe pas. Un grand merci d'être parmi nous ce soir. Et notre quatrième et dernière, et non la moindre, intervenante, c'est Laura Charpentier. Bonsoir Laura, est-ce que tu es avec nous ce soir? Oui, excusez-moi, j'avais un petit enjeu pour unmuter, mais oui, enchanté tout le monde, merci d'être présent et avec grand plaisir qu'on va passer la soirée ensemble. Super, merci Laura. Oui, on va passer une belle soirée tout ensemble. Laura est directrice générale de la coop de solidarité Miel Montréal. À l'issue de ses études internationales en gestion et en entrepreneuriat, Laura s'est installée à Montréal afin d'évoluer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. En 2015, en parallèle de son premier emploi dans le domaine des matières résiduelles, elle participe à une formation de 6 mois en apiculture urbaine, horticulture mellifère et éco-citoyenneté, mise sur pied par Montréal. En 2016, elle a rejoint Miel Montréal en tant que coordonnatrice et développement et finances et gravi les échelons grâce à une formation en gestion des entreprises sociales et collectives qu'elle complète en 2018. Alors aujourd'hui, elle est motivée par l'économie sociale, les approches écosystémiques et la protection de la biodiversité. Alors, on a vraiment des invités de choix, des femmes exceptionnelles que nous avons très hâte d'entendre. Alors, pour lancer le bal, j'aimerais que l'on fasse un tour de table de nos invités avec cette première question. Alors, pouvez-vous nous dire, chacun de votre tour, de quelle façon votre organisme contribue à la transition écologique? Je ne sais pas si Marianne, peut-être tu voudrais commencer. Oui, bien sûr. Donc, premièrement, je vais expliquer qu'est-ce qu'est Cultiver Montréal. Donc, Cultiver Montréal, on est le réseau des agricultures montréalaises, comme Julie l'a bien dit tout à l'heure. Donc, on rassemble beaucoup de monde, de gens qui font de l'agriculture urbaine à travers un organisme communautaire, une entreprise, etc. Et donc, nous, notre but, c'est de supporter, accompagner et faire rayonner toutes ces belles personnes-là qui, dans la diversité et la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, permet de remplir plusieurs bienfaits
pour la transition écologique. Donc, dans les bienfaits de la transition, je pense qu'on va en parler tout au long de la table ronde. Je ne vais pas en nommer trop, là, mais je pense que le principal que Cultiver Montréal est très fier d'apporter directement, c'est l'accès à des connaissances, à du matériel agricole et à des experts que sont nos membres pour que par la suite, les gens apprennent à cultiver leur propre nourriture et donc cultiver localement et de manière écologique. Puis donc, ça se fait présentement, justement, on est en plein festival de Cultiver Montréal avec le rendez-vous horticole, ce qui va se continuer, comme tu l'as dit, Julie, en fin de semaine. Mais avant cela, on organise aussi la fête des semences de Montréal en février, encore une fois, avec l'Espace pour la vie. Donc, c'est autant de la semence au semis jusqu'à la récolte. Et on a aussi le rendez-vous des agricultures montréalaises où, donc, c'est le moment de concertation à travers les membres pour qu'ensemble, on trouve toujours plus de meilleures solutions à notre avenir qu'on espère va amener vers une ville durable, nourricière et résiliente. Merci, Marianne. Est-ce que, Isabelle, tu as envie de répondre? Oui, je peux y aller. Dans le fond, l'Éco de la Pointe-aux-Prairies, tout d'abord, dessert l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, comme son nom l'indique un petit peu. On est porteur du mandat écoquartier, c'est-à-dire que l'arrondissement nous a donné le mandat de justement nous occuper de tout ce qui est recyclage, compost, distribution de végétaux au printemps et à l'automne. Mais on a aussi mis sur pied des jardins collectifs et non communautaires. La différence ici est assez importante. Un jardin collectif, pour ceux qui ne le savent pas au cas où, ce sont des jardins où est-ce que tous et toutes peuvent contribuer, vont entretenir, récolter. Il n'y a aucune parcelle qui est à personne. C'est à tout le monde, c'est à la collectivité, la communauté. Et ensuite, c'est ça, le jardin communautaire classique. Ça, c'est la ville vraiment qui s'occupe de ça. Et on est porteur aussi. On a le contrat pour les jardins communautaires aussi, mais ça, c'est autre chose quand même. C'est ça, un jardin communautaire, chacun va avoir sa parcelle à lui. On n'a pas le droit d'aller piger dans les parcelles des autres. On fait son entretien, sa récolte et tout. Donc voilà, on a aussi des espaces de verdissement. Par exemple, on a des zones libres d'agriculture urbaine qui sont des bacs qui sont installés un petit peu partout sur le territoire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, où, en tout cas, on essaie vraiment fort que les gens se les approprient. En fait, on veut juste les donner, on veut que les gens mettent des choses en fait à pousser là-dedans et se les approprient carrément. C'est là pour ça. Donc, si jamais vous envoyez zone libre d'agriculture urbaine, n'hésitez pas à vous l'approprier. C'est pour la communauté. Donc, ça ne sera pas à vous, bien sûr, mais c'est à la communauté. On a aussi tout un volet de sensibilisation, d'accompagnement et d'éducation au niveau, entre autres, des écoles primaires, secondaires, même des cégeps, tout le monde qui est intéressé, en fait. On va les accompagner dans leurs projets. Si un citoyen ou une citoyenne aussi se présente à l'Éco de la Pointe-aux-Prairies, on va prendre son idée. Si cette citoyenne-là ou ce citoyen-là arrive avec une idée, on va prendre son idée, on va vraiment essayer de le mettre sur pied. Donc, c'est ça, on a vraiment un gros rôle accompagnateur, mais pour moi, transition écologique rime aussi avec transition socio-écologique. Donc, Pointe-aux-Prairies se distingue particulièrement par sa diversité culturelle. C'est un des quartiers les plus multiculturels de Montréal. C'est une personne sur 5 qui est née à l'extérieur du Canada, et ça, c'est sans compter les enfants d'immigrants et d'immigrantes. Donc, les projets collectifs et citoyens que nous mettons en place, c'est bien sûr pour briser l'isolement, favoriser le verdissement, bien sûr. On est en grande agriculture urbaine, donc c'est pour ça. Mais c'est aussi pour favoriser la mixité sociale, apprendre de différentes cultures, etc. Donc, selon moi, pour une transition socio-écologique réussie, il faut que les citoyens et citoyennes s'impliquent. Et donc, dans le cas de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qu'il y ait une ouverture et une intégration de tous et toutes dans les projets, peu importe leur statut social, peu importe d'où ils viennent. Et tout. Donc, c'est ça que l'Éco de la Pointe-aux-Prairies essaie de faire au mieux de son possible. On essaie même d'aller rejoindre les gens qui n'ont pas accès à Internet. Malheureusement, c'est pas encore considéré comme un besoin, Internet, c'est considéré encore comme du luxe. Donc, voilà, on essaie vraiment de rejoindre tout le monde puis au meilleur de nos compétences. Je pense que vous le faites très bien. Merci. Laura, est-ce que tu voudrais poursuivre, nous parler un peu de Miel Montréal? Oui, tout à fait. Ben, en fait, nous,
Notre objectif général à la coop dans la transition écologique, c'est vraiment notre objectif principal, c'est la protection de la biodiversité en ville. Et puis, en fait, l'histoire de la coop est vraiment intrinsèquement liée avec cet enjeu-là, puis cette mission-là. Donc, en 2010, à la naissance de la coopérative, c'était le moment où les médias annonçaient massivement le déclin des abeilles, la disparition des abeilles, et où il y a eu vraiment des annonces très dramatiques du fait qu'il fallait absolument sauver les abeilles, sinon on allait avoir une perte énorme dans notre alimentation. Donc, suite à ça, il y a pas mal de personnes en milieu urbain, surtout, qui, en fait, partout, mais en milieu urbain, la réponse qui a été traduite, ça a vraiment été d'aller vers une espèce d'automatisme, de se dire, les abeilles sont en voie de disparition, on va mettre des ruches, elles sont peut-être mieux en milieu urbain, puis ça va aider à la protection des abeilles et des pollinisateurs, de la biodiversité. C'est un petit peu comme ça que Miel Montréal est né. On est né, en fait, on a une vocation de table d'échange, de table de concertation des premiers collectifs étudiants et collectifs apicoles de la ville de Montréal qui se sont regroupés pour essayer de discuter. Et puis, assez rapidement, on a eu des experts qui ont intégré la coopérative et qui nous ont challengés à savoir si mettre des ruches en ville, c'était vraiment une solution efficace pour aider à la protection de la biodiversité. Alors, on s'est donc posé vraiment ces questions-là et pour ça, on a vraiment cherché à comprendre d'une manière vraiment plus profonde la problématique auxquelles on s'attaque. Puis souvent, c'est des problématiques complexes. Donc, dans le cas de la perte de la biodiversité, on parle de pesticides qui ont été reconnus pour vraiment influencer négativement la santé des abeilles et des pollinisateurs. On parle des changements climatiques. On parle aussi des maladies et parasites et on parle de beaucoup la perte et la fragmentation de l'habitat. Donc, en milieu rural, ça va se traduire, par exemple, par la monoculture qui crée une espèce de gros désert alimentaire où il y a de la floraison quelques semaines par an seulement. Et puis après, il n'y a plus de nourriture, en fait, ou d'habitat pour les pollinisateurs le reste de l'année. Et en ville, on voit que c'est beaucoup le fait qu'on a réduit drastiquement les espaces verts, puis les espaces utiles à la biodiversité. Puis en plus de ça, ils sont très fragmentés. C'est-à-dire que ça ne permet plus aux pollinisateurs et en fait, aux espèces juste de se balader et de se déplacer. Donc, quand on a compris ça, on s'est demandé si le fait de mettre plus de ruches en ville, finalement, ça allait répondre à une de ces causes-là. Et on a réalisé que pas vraiment. Pourquoi? Parce que premièrement, l'abeille domestique, donc l'Apis mellifera ou l'abeille à miel, elle a plusieurs surnoms, c'est une espèce qui vient d'Europe, qui a été domestiquée par l'homme pour la production de miel, mais à l'état sauvage, à l'état naturel, elle ne survit pas au Québec. Donc, c'est un petit peu comme si on disait « Ah, on veut protéger la disparition des pandas au Québec ». Bon, on s'entend que ça fait moyennement de sens de focuser sur des espèces qui ne sont pas indigènes ou naturalisées. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a une multitude, en fait, il y a des centaines de différentes espèces d'abeilles, donc juste d'abeilles bourdons, puis ça comprend même pas tous les pollinisateurs. Donc, on se rend compte qu'à Montréal, on a répertorié 192 espèces d'abeilles, au Québec 350, puis en Amérique du Nord, il y en a environ 4500. Donc, en fait, on a une diversité qui est en quantité, en qualité, mais on en trouve la porte en fait, à ce monde-là et de se concentrer uniquement sur les ruches, ça fait en sorte qu'on met tous nos efforts sur une seule espèce qui, finalement, n'est peut-être pas celle qui est le plus en danger. Donc, finalement, on est revenu beaucoup sur notre problématique et on a essayé de faire du sens avec ça. On sait que l'apiculture urbaine, c'est vraiment utile. Puis, le sens qu'on a trouvé à l'apiculture urbaine pour nous, c'est que c'est une superbe vitrine. Premièrement, donc ça permet de faire de l'éducation. C'est un facteur qui est très mobilisateur. La ruche, ça met des étoiles dans les yeux de tout le monde. Donc, on pense que l'apiculture urbaine, c'est intéressant quand c'est fait avec énormément de pédagogie et en favorisant le côté collectif, donc faire des groupes, des collectifs d'apiculture. Et puis, deuxièmement, on s'est rendu compte dans toutes ces causes-là que nous, la cause sur lesquelles on voulait peut-être le plus agir et qu'on pouvait le plus agir, c'était la fragmentation et la perte d'habitat en milieu urbain. Donc, face à ça, Miel Montréal a décidé de créer un service d'horticulture mellifère, donc en fait de création de jardins adaptés aux abeilles et puis largement à tous les pollinisateurs urbains pour vraiment attaquer directement, entre guillemets, la problématique qu'on voulait résoudre. Donc, en conclusion, on a reformaté en fait notre mission. Donc, notre mission aujourd'hui, elle est triple. Premièrement, la mission de la coop, c'est l'éducation à l'importance de tous les pollinisateurs. La création, deuxièmement, d'habitats favorables à la biodiversité, donc qui viennent vraiment
pallier à cette perte et à cette fragmentation d'habitat dont je parlais tantôt. Et finalement, la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain, parce que finalement, le meilleur facteur pour faire les choses bien, c'est de se former, de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants des problématiques qu'on veut régler. Et puis, pour ça, il faut vraiment du temps, de la formation, ça prend énormément de connaissances. Donc, on a vraiment essayé de ramener notre mission à ça. Et puis, on le disait tantôt, mais vraiment d'avoir une approche systémique, en fait, vraiment de comprendre et de vraiment considérer un problème dans un écosystème dont on fait partie, dont la ville fait partie, donc de nous considérer comme un tout pour vraiment pas se mettre des œillères sur les problématiques qu'on attaque. Et puis, toujours envisager les choses avec beaucoup de précautions quand on touche à l'environnement, quand on touche à des problématiques complexes, toujours faire attention et pas aller trop vite au risque de mal faire, mais d'aller doucement. Je pense que ce serait ça ma vision de la transition écologique, puis finalement de revenir à des choses les plus simples possibles, planter des fleurs. Alors j'espère qu'un jour on ne va pas me dire le contraire, mais je ne pense pas qu'un jour on va me dire que ce soit négatif de planter des fleurs, adapter un environnement de manière diversifiée, etc. Donc souvent les solutions les plus simples sont les meilleures. Voilà pour moi. Oui, super. Merci, Laura. Je ne sais pas pour vous, les participants, mais moi, j'ai plein de questions. Sous peu, en fait, après avoir entendu notre invitée Noémie, on passera aussi à une période de questions. Donc, ça sent bien garder vos questions pour bientôt. Alors, je remercie Laura. Je lance la parole, je lance la balle à Noémie. Merci. Oui, merci pour répondre à ta question, Julie. Je vais revenir aussi sur la genèse du réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Donc, il y a quelques années, il y a une analyse qui a été réalisée par le laboratoire de promotion de la santé qui était porté par le CHUSS de l'Est de l'île de Montréal, qui montrait que l'accès à une saine alimentation et la présence de déserts alimentaires étaient des enjeux majeurs pour ce territoire. Et en parallèle, on voyait qu'il y avait aussi des initiatives alimentaires qui ont émergé sur le territoire, mais pour répondre à ces enjeux de désert alimentaire, mais que ces initiatives travaillaient en silo ou sur une zone, sur un quartier par exemple, et qu'il était nécessaire de les faire travailler ensemble, de les mettre en relation pour grandir ensemble. C'était un facteur clé pour les aider, pour connaître davantage de succès et d'aller vers une réponse commune pour répondre aux besoins sur une alimentation saine pour ce territoire. Donc, le réseau est né de ça en mai 2018, donc il fête ses 3 ans aujourd'hui, avec vraiment comme enjeu de renforcer l'offre alimentaire saine et de proximité, donc développer par exemple des circuits courts, mais plein d'autres moyens possibles. Et le réseau intervient sur un territoire très vaste puisqu'il intègre 9 arrondissements et la ville liée de Montréal-Est. Voilà, et puis donc, ses objectifs, c'est de favoriser le maillage, le transfert de connaissances, la mutualisation entre les acteurs qui ont des initiatives en alimentation. Donc, le réseau regroupe à la fois des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs du communautaire, des universitaires, académiques, etc. Donc, vraiment l'ensemble des acteurs au sens large. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une réponse commune pour répondre aux besoins en saine alimentation des communautés du territoire. Et pour ça, on monte et on coordonne des projets collectifs. Donc, dans cet objectif, pour répondre à ta question, Julie, sur notre contribution à la transition écologique, elle est vraiment diverse. On travaille, donc ce dont je vais parler juste après, on a des jardins collectifs à Montréal-Est, donc pour objectif en premier objectif, en fait, de sensibiliser, d'éduquer aux saines habitudes de vie, puisqu'on fait des ateliers pédagogiques sur ces jardins, j'en parlerai juste après. Et puis, c'est aussi rendre davantage, favoriser l'accès à des fruits et légumes frais sur ce territoire, donc sous forme de circuits courts. Mais on a d'autres types de projets que de l'agriculture urbaine. On travaille aussi à soutenir des projets en lutte au gaspillage alimentaire. On avait organisé il y a 2 ans maintenant un concours autour de cette thématique qui a permis de révéler des initiatives et de les accompagner dans leur développement. Toujours pour favoriser l'accès à des fruits et légumes, mais là plutôt axé sur les populations vulnérables, on a un projet qui s'appelle l'Estomaqué,
qui est un projet de développement d'aliments qui vont être produits à partir de fruits et légumes invendus et qui vont être produits collectivement en mutualisant les équipements sur le territoire de l'Est et destinés aux populations vulnérables. Et puis, par exemple, aussi, on accompagne la mutualisation, c'est ce qu'on a fait beaucoup pendant la pandémie, la mutualisation de transport et de matériel entre les acteurs de l'alimentation dans un objectif de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi pour favoriser justement les circuits courts et puis optimiser en fait les trajets. Et ça a été le cas avec un des projets qui s'appelle la Grande Boucle Solidaire et toujours avec l'Estomaquet aussi, qui sont des projets qui vont avoir un impact, en tout cas, positif vers de la transition écologique. Voilà pour ce qui est du réseau. Il y a peut-être des choses que j'oublie, mais c'est à peu près ça. Merci, Noémie. Moi, ça m'apparaît très complet. Merci. Parfait, c'est déjà en fond la première période des questions. On a un petit 5 à 10 minutes de questions. On va voir si vous avez beaucoup de questions ou vous pouvez en fait les partager dans le chat, les écrire directement. On va les lire en ordre. Si vous préférez, vous pouvez cliquer sur réaction au bas de votre écran. Vous avez l'option de lever la main. Si vous souhaitez lever la main pour prendre la parole directement, je vais vous nommer, on va réactiver votre micro, puis vous pourrez poser votre question de vive voix à nos intervenants. Sinon, on continue de parler, nous cinq, sur cette thématique-là. Ben, c'est ça, en attendant qu'il y ait des questions là, je vois qu'il y en a une qui a popé, là. Mais j'aimerais ça juste faire un petit commentaire, en fait. Je vous ai tout écouté, puis il y a tellement de choses que je me rends compte que j'ai oublié de dire parce que l'agriculture urbaine, ça touche à tellement de volets différents, que ce soit l'insécurité alimentaire, verdissement, biodiversité. Puis Laura a dit quelque chose de vraiment intéressant. Comme quoi, maintenant, justement, en fait, les organisations qui travaillent en agriculture urbaine prennent en compte la biodiversité, l'environnement et l'écosystème, en fait, dans leur démarche. Par exemple, avant, il y a peut-être 20 ans, on pouvait juste prendre une friche, décider de la défricher juste comme ça, sans voir si peut-être il y avait des espèces qui l'habitaient, s'il y avait un écosystème durable, en fait, qui était là déjà installé. Puis maintenant, justement, on prend ces précautions-là, puis des fois même, on se rend compte que c'est des endroits qui doivent être préservés et en fait entretenus tels quels. En tout cas, je trouvais juste ça vraiment intéressant que Laurent amène ce point-là. Oui, merci Isabelle. Alors, il y a Cynthia dans le chat qui demande comment savoir quels sont les organismes similaires dans notre quartier. Je ne sais pas, Marianne, si toi tu as une réponse pour ça? Ben oui, en fait, c'est ça. Beaucoup de membres de Cultiver Montréal participent en tant qu'organisme communautaire en agriculture urbaine à faire cette vie dans le quartier. Donc, en allant sur le site de Cultiver Montréal, vous allez avoir la liste de tous nos membres et en ce moment, on a une belle cartographie de tout ce qui se passe actuellement pour bien démarrer vos jardins à travers le mois de mai avec les organismes correspondant à chacun des quartiers. Donc ça va premièrement aider. Puis on espère, on est en plein développement pour avoir un site Internet encore plus interactif à long terme qui va aider à conseiller justement les citoyens et citoyennes à mieux comprendre quel organisme local viser. Sinon, ça nous fait plaisir en nous écrivant à info@commercialcultivermontréal.ca de plus vous aiguiser par rapport à votre quartier. Merci, Marianne. Est-ce qu'il y a une de vous qui voulait compléter? C'est pas mal complet, hein, comme sinon, il y a aussi en fait le regroupement des écoquartiers que vous pouvez aller voir, qui regroupe tous les écoquartiers, justement, qui sont porteurs, justement, qui sont là pour aider les citoyens et citoyennes avec des projets similaires, là, qui sont offerts dans chaque arrondissement ou presque. Et qui sont membres de Cultiver Montréal. Je dirais peut-être aussi qu'il y a des infolettes. Il y a celle de Cultiver Montréal, mais il y a une infolettre aussi de Cultive ta ville qui met en avant pas mal d'initiatives. Donc, peut-être s'abonner à des infolettes justement d'acteurs réseau. Ça permet vraiment de découvrir des choses. Puis aussi dans les infolettes d'arrondissement, d'écoquartiers, c'est vraiment plein de belles informations. Ouais, super, merci. Il y a Alex Milhomme qui a la main levée. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez poser votre question maintenant. Mon collègue va réactiver votre micro.
Non? OK. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être avec vous. C'est ma première participation. En fait, je suis enseignant de géographie dans une école montréalaise et passionné d'horticulture. J'ai, depuis quelques années, décidé de partir un jardin botanique dans ma ville natale en Haïti. Mais étant donné que j'ai plus une formation en géographie, je me suis dit, ben, c'est le bon endroit pour apprendre des choses et partager avec mon équipe en Haïti. Donc, ma question, ça serait, est-ce que c'est envisageable justement de développer des partenariats plus ou moins à l'international, étant donné que les enjeux liés au réchauffement climatique sont des enjeux globaux? Donc, c'est ça ma question. Et puis, si vous voulez en savoir davantage sur mon jardin, je peux partager notre site Internet dans le chat. Donc, on peut en discuter. Je suis vraiment ouvert à apprendre parce que ma formation en géographie est très limitée comparativement aux activités de jardin botanique, même si on a des agronomes sur place, on a d'autres professionnels. Mais en tant que chef de projet, j'aimerais ça aussi en apprendre davantage. Parfait, merci. Ouais, super intéressant. Moi, je t'invite tu pourras le partager dans le chat. On veut voir ton jardin botanique. Je pense que Marianne Vieux, tu avais levé ta main pour répondre. Oui, ben oui, puis j'encourage bien entendu mes collègues à répondre aussi s'ils ont d'autres idées. Mais justement des membres de Cultiver Montréal s'appelle Alternative et justement, une de leurs forces, c'est en termes de coopération internationale et avoir un programme en agriculture urbaine pour relier autant localement à Montréal qu'à l'international. Donc, si vous voulez, on pourrait vous mettre en contact avec eux pour qu'ils puissent vous aider à renforcer ce projet-là. Puis ça nous ferait vraiment plaisir de se tenir au courant du développement. Moi, je dirais aussi, merci Marianne, de beaucoup aller chercher les acteurs du réseau local, en tout cas pour ce qui concerne la biodiversité. Puis par exemple, pour personnellement l'apiculture, je sais qu'il y a différentes espèces d'abeilles qui sont utilisées dans différentes parties du monde, puis que l'apiculture et de toute façon la biodiversité est tellement sensible à son environnement direct que ça va être extrêmement dur, par exemple, de calquer des pratiques québécoises sur d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut un mix entre des... Par exemple, tout à l'heure, je vais parler un petit peu de comment on fait pour avoir un jardin qui peut être accueillant pour des abeilles. Il y a différentes règles, entre guillemets, mais chaque espèce va vraiment devoir être adaptée au maximum à son environnement direct. Donc, un mix de genre consignes, entre guillemets, globales, comme vous avez dit, pour le changement climatique, etc. Mais aussi vraiment d'aller chercher du savoir sur place au niveau local. J'aurais jamais la prétention de pouvoir apprendre à des gens qui sont dans un climat complètement différent comment on fait de l'apiculture, par exemple. Et c'est tellement aussi culturel, l'appréhension, par exemple, des abeilles, de l'apiculture, etc., qu'il faut vraiment, je pense, énormément s'appuyer sur les acteurs locaux, selon moi. Voilà. Parfait, super intéressant. Il y avait une autre question. Comment peut-on participer à des jardins collectifs? Est-ce que c'est seulement via des activités de sensibilisation ou est-ce qu'il y a d'autres façons de s'impliquer? Oui, je vais laisser après ça la parole à ma collègue Noémie. Dans le fond, c'est ça. J'imagine que chaque organisme a sa façon de faire. Puis en temps de pandémie, c'est sûr que c'est plus dur des fois aussi d'intégrer des jardins collectifs. Je sais que c'est le cas pour nous, pour un de nos jardins collectifs qui s'appelle le jardin à Sikawanati, qui est au Cégep Marie-Victorin. Donc, c'est plus difficile de l'intégrer parce que le Cégep a des restrictions en temps de COVID sur leur territoire. Donc, en général, vous pouvez juste contacter les organismes que vous savez qui ont des jardins collectifs, vous informer auprès d'eux. Mais sinon, en temps normal, vous pouvez même juste vous pointer, commencer à aider ou entrer en contact directement avec une personne ressource et juste participer. En fait, c'est des jardins collectifs, donc c'est fait pour que les gens viennent nous voir et participent. Donc, voilà. Merci Isabelle. Je pense que Noémie, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est exactement ce qu'a dit Isabelle, c'est-à-dire juste venez nous voir. Puis en général, on a des pages Facebook ou autres, donc vous pouvez déjà contacter par ce moyen-là. Nous, de notre côté, c'est vrai que l'implication bénévole a été réduite pendant la pandémie, mais néanmoins, je ne sais plus exactement comment a été posée la question, mais quel niveau de participation il peut y avoir sur les jardins collectifs. L'avantage, c'est comme c'est collectif, chacun fait un petit peu ce qu'il peut et peut offrir ses compétences. Puis nous, par exemple, c'est effectivement beaucoup de jardinage, mais il n'y a pas que ça. On prend aussi des compétences en communication, des compétences en bricolage pour fabriquer des bacs, pour fabriquer des différentes sortes de choses. Là. Puis ça peut être aussi des compétences artistiques pour travailler sur la visibilité des jardins, de l'extérieur. En fait, il y a plein de choses à faire pour ce collectif-là. Donc, c'est super inclusif. Donc, voilà, comme disait Isabelle, il suffit de faire toc-toc. J'ajouterais même, en fait, que si vous avez des compétences en animation, même les bénévoles peuvent choisir d'animer, en fait, un atelier de temps à autre et tout. Vraiment, l'implication que vous faites est selon votre expertise, selon votre temps, selon votre énergie. Puis nous, personnellement, on va prendre tout ce qui est disponible. Je ferais juste un petit ajout parce que Miel Montréal, on ne fait pas partie des jardins collectifs, mais souvent, à travers son entreprise, l'école de ses enfants, ou en fait, nos milieux de vie, on peut aussi, soit on ne le sait pas, mais il y a déjà des projets en fait, autour de l'agriculture urbaine qui sont en cours, puis ça manque des fois de communication, de rayonnement, mais l'action est déjà présente. Soit qu'on peut aussi solliciter notre employeur, l'école des enfants, pour qu'il y ait plus d'initiatives qui soient ouvertes. Je pense que ça peut être des moments, des opportunités intéressantes de faire de l'agriculture sortie des jardins collectifs. Je sais qu'il y a des grandes listes d'attente des fois aussi, alors de multiplier les endroits où on crée du collectif, ça peut être cool aussi. Juste pour clarifier un peu, là, il y a aussi une différence entre les jardins communautaires et les jardins collectifs. Puis justement, donc c'est ça qui est un peu beau avec les jardins collectifs, c'est que c'est vraiment aller vers l'initiative citoyenne. Tout dépendant des arrondissements, il y a les réglementations pour appartenir à un terrain et le jardinier sont complètement différents. Donc, encore une fois, les écoquartiers sont des bons alliés pour savoir quels sont les types de jardins collectifs dans les environs, comment vous impliquer, ou n'importe quel organisme communautaire à proximité souvent est déjà en lien avec plusieurs de ces initiatives-là. Puis encore une fois, Cultiver Montréal, on travaille fort à essayer de rassembler ces initiatives ensemble et pouvoir les faire rayonner. Donc, on a plusieurs jardins collectifs qu'on essaie de supporter, comme le Mange-Trottoir à Villeray, justement, et plein d'autres belles initiatives qui sont sur notre site Internet et plus à venir. Le site de Cultive ta ville, qui est malheureusement pas toujours à jour, mais quand même une belle référence aussi pour voir proche de chez vous quelles initiatives sont présentes. Merci tout le monde. Il y a Lydia qui demande comment la COVID a-t-elle impacté vos activités? Vous en avez un petit peu fait mention, hein, comme quoi jardin collectif ou bon, ça porte des enjeux, mais je serais intéressée à vous entendre par rapport à ça. Vas-y, Isabelle, oui. Personnellement, je n'étais pas dans mon organisme encore l'an passé. Je suis arrivée cette année. Donc, moi, je suis déjà arrivée quand l'adaptation avait été faite, mais c'est exactement ça. En fait, je pense que la majorité des organismes ont juste dû s'adapter. Nos ateliers sont devenus en ligne à un certain moment, surtout auprès des écoles et tout, même si ce n'est pas optimal, ça nous permet quand même d'avoir un suivi avec ces partenaires-là avec qui on est déjà en contact depuis des années. Donc, c'est sûr que ça a affecté beaucoup nos activités. Je sais que l'année passée, Skawanotti, en fait, qui est le jardin collectif de un des jardins collectifs de Rivière-des-Prairies, ne pouvait pas recevoir aucun bénévole l'an passé, donc nos récoltes ont été durement affectées par ça aussi. Il y avait juste la coordinatrice en agriculture urbaine de ce temps-là, donc celle qui avait mon poste, qui devait s'occuper des jardins. C'était beaucoup pour une seule personne. Donc, c'était un petit peu moins un jardin collectif, là, vu qu'il ne pouvait pas recevoir autant de gens. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation, constamment essayer de trouver des nouvelles façons de refaire les choses. Puis, ouais. Mais j'espère qu'on s'en est bien sortis tous et toutes. Oui, vas-y, Marianne, si tu...
Ben oui, en fait, ce qui a été très dur, je crois, à la base, c'est que ça a pris un certain moment avant que le gouvernement, la direction de la santé publique, souligne le fait que l'agriculture urbaine est un besoin essentiel. Et donc, ça a retardé l'ouverture des jardins communautaires, par exemple, et simplement aussi l'accès à l'eau pour certains jardins collectifs, qui est relié justement, qui est dépendant souvent à des bancs de fontaines qui sont ouverts par l'École bleue de Montréal ou des autres environs. Donc, Cultiver Montréal a travaillé fort avec plein d'autres personnes en agriculture urbaine pour faire en sorte que justement, on puisse enfin arriver au momentum que l'agriculture urbaine était vue comme quelque chose d'essentiel. C'est un accès direct à la nourriture, en plus d'être bon pour la santé mentale. Donc, et beaucoup plus de bénéfices physiques que négatifs en général, en plus d'être à l'extérieur. Donc, on a pu tranquillement réouvrir les jardins communautaires et faire beaucoup de concertations avec le milieu pour voir ensemble, OK, quel genre de mesures sanitaires on peut mettre en place pour s'assurer que n'importe qui peut jardiner de manière sécuritaire. Donc, ça a été ça, je pense, la principale enjeu pour cultiver. Bien entendu, ne pas pouvoir faire un festival en présentiel. Donc, l'année dernière, c'était complètement en ligne. Maintenant, c'est semi-hybride. On espère que de plus en plus, on va pouvoir revoir les gens et partager des semis ensemble très bientôt. Mais c'est déjà mieux que rien, ce qui se passe en ce moment. J'aimerais juste ajouter un petit truc que Marianne m'a fait penser là, par rapport à ça, c'est que la COVID a aussi eu un impact vraiment positif en fait sur l'agriculture urbaine vu que ça a augmenté l'intérêt de plusieurs personnes pour ça. Puis nous, c'est tant mieux, là, je veux dire, c'est notre métier à toutes. Donc, c'est ça, a eu cet effet positif-là que les gens sont vraiment plus engagés à développer des projets. Je reçois beaucoup de demandes, par exemple, pour des poulaillers dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Je reçois des demandes, en fait, de construction de serres, d'autres jardins collectifs et tout. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas aussi. On est ouvert. Mais c'est juste ça que je voulais ajouter. Non, tout à fait. Je me retenais aussi pour aller dans le positif, mais c'est ça, on est complètement inondé de demandes et c'est beau à voir à quel point les gens veulent se mettre les mains dans la terre et ça n'arrête pas. Donc, on est contente justement de vous voir parmi nous aujourd'hui pour continuer ce beau mouvement. Super, merci. De notre côté, je vais pas redire ce qu'ont dit Marianne et Isabelle. On a eu le même type d'impact sur les ateliers qui étaient menés, puis le temps que ça a pris justement pour mettre en place les mesures sanitaires sur les jardins. Donc, je dirais qu'on a eu des retards de saison. Et puis, nous, on a été vraiment impactés de manière forte puisque c'est un projet, j'expliquerai après, qui rentrait dans une phase d'agrandissement qui nécessitait des travaux publics. Et effectivement, la pandémie a complètement freiné pour cette année-là ce développement qui est donc reporté pour cette année. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bel engouement aussi sur l'agriculture urbaine. Voilà, de manière générale, pour répondre à la question. Oui, c'est ça. Je ne vais pas répéter non plus, nous aussi, impact sur nos services éducatifs qu'on a passé en virtuel. Et puis, engouement, nous, cette année, l'impact, c'est que beaucoup de pépinières sont sold out. Alors, ça, c'est quand même vraiment une belle nouvelle. Puis nous, ce qu'on remarque, c'est aussi des pépinières qui se spécialisent dans des vivaces indigènes qui étaient vraiment beaucoup moins populaires, commencent vraiment aussi à être victimes de leur succès. Donc, somme toute, c'est des très, très bonnes nouvelles de notre côté aussi pour les jardins. Oui, tout à fait, absolument. Donc, vous êtes toutes très résilientes. Alors, je propose qu'on poursuive notre discussion sur les bienfaits de l'agriculture urbaine puis ses différentes pratiques. Je pense que Marianne, tu aimerais peut-être nous parler aussi du mouvement des agricultures montréalaises et de son importance. Est-ce que ça te tente de nous partager ça maintenant? Bien sûr. Donc, tu sais, je pense que depuis tantôt, on dit, bon, Cultiver Montréal, c'est le réseau des agricultures montréalaises et le D est très important parce qu'en fait, c'est les agricultures au pluriel parce qu'elles sont très diversifiées et complémentaires et toutes importantes à leur manière. La preuve, c'est que toutes les belles personnes ici présentes qui parlent depuis tantôt sont membres de Cultiver Montréal et
sont donc diversifiées toutes à leur manière. Et donc, cette multifonctionnalité-là se regroupe de plusieurs manières. Premièrement, on dit montréalaise, puis sur le territoire de Montréal, en fait, c'est le Grand Montréal, ça regroupe aussi Rive-Nord, Rive-Sud. Et donc, ça comprend aussi autant l'agriculture urbaine que périurbaine. Et donc, un lien très fort aussi avec l'agriculture rurale qui est pour nous complètement complémentaire. Et on a besoin de toutes ces agricultures-là. Ce n'est pas vrai que Montréal va se nourrir simplement avec sa propre agriculture urbaine. C'est l'ensemble qui va permettre d'être nourricier et résilient. Puis donc, dans nos types de membres, il y a autant comme, en fait, c'est tout d'abord, on a nos amis de Cultiver Montréal, donc les citoyens et citoyennes, qui sont la base clairement de tout ce qui se passe en agriculture urbaine à Montréal. Cultiver Montréal, c'est un mouvement d'une dizaine d'années déjà et ça a commencé par les citoyens et citoyennes. C'est eux qui sont allés dans la rue, qu'on a signé une pétition pour avoir une consultation publique sur l'agriculture urbaine qui a permis toute l'avancée qu'on a jusqu'à présent et la création officielle de Cultiver Montréal comme organisme. Puis donc, en fait, c'est ça. Donc, dans les citoyens, on a les jardins collectifs et communautaires que nous avons parlé il y a quelques minutes déjà, mais on a aussi les entreprises, donc ça fleurit, rempli d'innovation, d'agriculture émergente, et les organismes communautaires qui sont là aussi depuis très longtemps. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça commence avec des organismes en sécurité alimentaire qui se rendent compte que c'est important de justement avoir une distribution d'aliments sains et que la meilleure façon de le faire, c'est en produisant sa propre nourriture pour ensuite la distribuer à sa communauté. Puis par la suite, c'est d'éduquer sa communauté à la faire tout de même. Et c'est ainsi qu'on peut semer de plus en plus d'agriculture urbaine au passage. Donc, tu sais, à Montréal, ça fait depuis les années 80 que ça n'arrête pas d'être en expansion. Notre réputation à la base, c'est nos fameux jardins communautaires, mais comme je l'ai dit, ça s'est vraiment diversifié depuis ce temps-là. Puis, donc, c'est ça, autant en sécurité alimentaire, en verdissement, en adaptation au changement climatique, socialisation, bon pour la santé mentale. Et on se rend compte justement avec la pandémie à quel point ces bienfaits maintenant sont officiel, on vient de le mentionner, et il y a un virage politique associé à ça. On est en train, avec la Ville de Montréal, de créer la première vision intégrée sur l'agriculture urbaine de Montréal, puis on est très hâte de voir ça venir. Donc, c'est en train de s'institutionnaliser. La preuve, c'est que le Jardin botanique, pour répondre à la pandémie, justement, a doublé sa production potagère pour les redistribuer aux cuisines communautaires des environs. Donc, c'est ce genre d'initiatives-là qu'on espère vont être de plus en plus présentes à travers la ville pour enfin avoir un système alimentaire montréalais unifié. Puis, donc, c'est ça. Tu sais, la direction de la santé publique, ça fait déjà des dizaines d'années qu'ils reconnaissent tous ces bienfaits qu'on parle depuis tout à l'heure et qu'on va continuer de parler. Puis, le but de ce beau réseau-là, c'est de continuer à se solidifier, se consolider pour permettre cette mille nourricière qu'on rêve toutes en ce moment, ce soir, ensemble. Voilà. Merci, Marianne, de cette super mise en contexte. Dans le fond, c'est ça, ça nous amène à notre autre question, là, quels sont les bienfaits systémiques de l'agriculture urbaine dans sa diversité, dans la transition écologique? Puis, je vais céder la parole à Noémie. Je pense qu'il va nous présenter là, en quoi l'agriculture urbaine, c'est une alliée de choix pour avoir accès à des aliments frais, sains et locaux. Je te laisse la parole, Noémie. Oui, alors l'accès aux aliments frais, sains et supralocaux, ça fait partie de notre mission au réseau. Et donc, dans ce cadre-là, on coordonne effectivement différents projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis en particulier, un projet qui a été un des premiers projets pour le réseau. Donc, le réseau coordonne, qui est les jardins collectifs de Montréal-Est. On rentre dans sa troisième saison et puis l'originalité de ce jardin collectif, c'est qu'il regroupe 10 partenaires. Donc, je vais quand même citer parce que voilà, pour eux, c'est aussi important. Donc, c'est Action Secours Vie d'Espoir qui est une banque alimentaire qui est juste à côté des jardins collectifs. Donc, quand on parle de circuit court, là, on est en super court. La CDC de la Pointe, l'écho de Pointe-aux-Prairies avec Isabelle. On a l'école Saint-Octave aussi, qui est un partenaire important justement dans la transmission, puis l'éducation aux saines habitudes de vie. On a l'Université de Montréal.
la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles, et puis je dois souligner plus particulièrement 4 partenaires forts sans lesquels le projet n'aurait pas vu le jour ni se poursuivre, qui sont donc le CIUS de l'Est de Montréal, qui était un gros contributeur. On a un acteur privé qui est Énergie Valero, qui est très intégré sur le territoire aussi et impliqué à la fois financièrement, mais pas que. La ville de Montréal-Est qui est extrêmement présente, qui a beaucoup investi sur les projets, donc on les remercie. Et puis la direction régionale de santé publique aussi qui nous soutient dans ces actions. Et ces 10 partenaires-là sont en plus de ces 10 partenaires, on a une équipe de bénévoles jardinières, principalement des femmes, mais il y a des hommes aussi, donc bénévoles jardinières, jardiniers. Une équipe qui est très impliquée, qui fait un travail remarquable, tout coordonné par une chargée de projet justement sur les jardins, donc en agriculture urbaine. Donc là, les objectifs de ce jardin collectif, c'est de la production potagère, fruitière et puis d'agréments, qui s'est fait jusqu'ici sur un 400 mètres carrés, puis qui s'agrandit sur 1800 mètres carrés pour cette saison. Et donc, la production issue de ces jardins, elle est destinée en grande majorité, l'année dernière, c'était 65%, à la banque alimentaire qui est donc directement à côté. Puis, il y a une partie qui va aux bénévoles, puis il y a une partie qui est utilisée pour les ateliers d'éducation aux saines habitudes de vie, donc soit pour l'école Saint-Octave, mais aussi pour des CJE ou des camps de jour également. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été fait l'année dernière, mais on fait des ateliers pour différents organismes. Et puis, on est sur de la production hors sol, donc en bac ou en smart pot pour des questions d'enjeux de pollution des sols, de contamination des sols. Et donc, l'objectif de ces jardins, comme j'ai dit, c'est renforcer l'éducation, accéder à une alimentation locale, travailler aussi lutter contre l'insécurité alimentaire et donc, dans ce cadre-là, l'agriculture urbaine, présente plein de bienfaits. On en a cité un certain nombre tout à l'heure, mais en premier lieu, c'est l'accès à des produits frais qui sont produits localement puis qui sont produits en appliquant des méthodes le plus biologiques possible ou respectant ou écologiques ou respectant l'environnement. C'est également la réappropriation d'un territoire et puis la réappropriation de son alimentation par les citoyens, parce que quand on sait d'où viennent, quand on comprend mieux d'où viennent les aliments qu'on consomme, ça éduque énormément, ça permet de comprendre, peut-être même d'aimer certains produits qu'on n'aimait pas forcément avant. Il y a une dimension sociale et bien-être, Marianne a bien expliqué ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important. On veut favoriser des moments conviviaux entre personnes, entre citoyens qui viennent prêter main forte ou jardiner, bricoler, etc. Sensibiliser, transférer de la connaissance, donc c'est ce que je disais, apprendre sur la production alimentaire, sensibiliser sur l'environnement, sur l'alimentation, sur les saisons, etc. Et puis, verdissement du quartier, la préservation de la biodiversité. Donc, on est très fiers au jardin aujourd'hui d'avoir 4 certifications espace pour la vie. Et je dois souligner que ces certifications ont été obtenues grâce aux jardiniers aux bénévoles du projet. Donc, merci vraiment à eux. Et puis, je pense que on a beaucoup, ce projet-là, en tout cas, a beaucoup d'impact pour favoriser cet accès à l'alimentation. Oui, super, merci. Est-ce que Isabelle Garot s'attend de poursuivre avec une petite présentation des copains? Oui, sur les bienfaits systémiques de l'agriculture urbaine, sa diversité dans la transition écologique. C'est sûr que nos projets en agriculture urbaine sont là tout d'abord pour réduire l'insécurité l'insécurité alimentaire qui est un fléau dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mais bon, Noémie en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est ça, il y a définitivement des effets bénéfiques autres qui en ressortent. Par exemple, notre projet de jardin collectif, le Skawanati, à Rivière-des-Prairies, qui a commencé en 2012. En fait, ça a débuté avec des smart pots qui sont des pots en géotextile. Puis maintenant, on a des parcelles complètes en pleine terre. Donc, c'est sûr que toutes les récoltes en temps de pandémie, ça s'en va tout à des banques alimentaires du quartier pour contrer l'insécurité alimentaire. En temps hors COVID, par contre, les jardins sont aussi un milieu de mixité sociale
et de partage des connaissances. Même chose pour le Jardin du citoyen qui est à Pointe-aux-Trembles. Donc, lui a vu le jour en 2018, mais vraiment, le but est le même. Ces projets font en sorte qu'il va être éventuellement possible de créer une boucle d'autonomie alimentaire dans RDP-PAT, un rêve que j'ai. On travaille fort là-dessus. D'un autre côté, les bienfaits moins quantitatifs un peu parce que l'insécurité alimentaire, c'est ça peut beaucoup se calculer par le nombre de paniers qu'on donne à des familles, les kilos de récolte, c'est ça qu'on a. Des bienfaits un peu moins quantitatifs de l'agriculture urbaine, ça serait, dans le cadre des jardins collectifs, ça serait un sentiment fort d'appartenance et de fierté pour son quartier. En fait, les gens qui s'impliquent, qui voient tout ce que ça amène, deviennent fiers de leur quartier. Ça, c'est... En tout cas, moi, ça me chauffe le cœur à chaque fois. C'est pourquoi notre rêve, en gros, ce serait que les projets finissent par être l'idée, en fait, par les citoyens et citoyennes, parce que après tout, c'est des projets qui sont pour eux, c'est pas des projets qui sont pour l'écho de la Pointe-aux-Prairies, même si on reste porteur des projets, c'est sûr, mais nous, on veut donner. À côté de ça aussi, l'Écopab a des partenaires dans plusieurs initiatives en agriculture urbaine sur le territoire, plusieurs initiatives qui expérimentent un peu des nouvelles choses, dont le projet de pôle d'innovation en agriculture de l'Est de Montréal, donc qui est en partenariat avec l'IRBV, donc l'Institut de recherche en biologie végétale, qui fait des recherches en fait sur la phytoremédiation et qui permettrait la décontamination des sols dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, un territoire durement touché par la contamination des sols à cause des raffineries et des affineries qui y sont. Donc, c'est ça. En fait, Marianne va peut-être pouvoir vous en dire plus là-dessus, vu qu'elle travaille vraiment là-dedans, mais c'est ça. Merci Isabelle. C'est justement, si Marianne s'attend de poursuivre avec l'agriculture urbaine, un peu nous expliquer les bienfaits en lien avec la phytoremédiation, comme pour régénérer les sols, l'air. Je te laisse aller. Ben oui, absolument. Ce qui est beau quand on parle d'agriculture urbaine, c'est qu'on parle de plantes et les plantes ont quand même quelques pouvoirs magiques qui nous permettent, si on leur laisse faire, nous aident à justement décontaminer, que ce soit l'air, l'eau, le sol. Donc, juste pour y aller un peu dans un ordre d'idée plus grand avant de parler plus de l'IRBV en tant que tel. Donc, tu sais, un des grands bienfaits de verdir nos villes, c'est d'installer des îlots de fraîcheur. Donc, aller à l'encontre des îlots de chaleur, donc d'une certaine manière. Donc, rafraîchir notre air en mettant plus de plantes qui permettent de capturer ce CO2 qu'on émet et donc aussi de créer de l'ombre. On a de plus en plus de canicules dans nos étés, donc ça permet ainsi de diminuer fortement la température de nos villes et d'améliorer la qualité de l'air. Il y a aussi le fait que lorsqu'on bétonise nos villes, les précipitations vont facilement ruisseler et faire refouler nos égouts qui vont ensuite contaminer nos eaux et nos sols. Donc, en remettant de la terre et de la verdure, on permet de mieux capturer l'eau pluviale et donc, d'un même coup, prévenir une potentielle contamination de nos eaux. Donc, ça, c'est prévenir encore mieux là, en verdissant nos villes toujours plus. Il y a aussi la pollution sonore qu'on néglige souvent, mais qui est très présente en ville et que plus qu'on verdit, surtout en termes d'arbustes et d'arbres, plus qu'on permet de bloquer ces sons et créer une meilleure qualité de vie de quartier. Et bien entendu, quand on parle en ce moment de transition écologique, bien entendu, on parle d'adaptation au changement climatique. Et les plantes, ce qui est merveilleux avec elles, c'est qu'elles capturent le carbone qu'on émet. Donc, plus qu'on va remettre des plantes dans notre environnement, plus qu'on va pouvoir lutter face à ces changements climatiques qui sont bien entendu bien réels et présents actuellement. Maintenant, je vais mettre mon petit chapeau IRBV pour parler plus en tant que tel de phytoremédiation. Donc, la phytoremédiation, c'est une façon de décontaminer les sols ou même l'eau avec des plantes et la vie microbienne associée à ces plantes-là. Donc, c'est des plantes qui sont souvent dites hyperaccumulatrices ou qui ont des attraits végétaux qui leur permettent de bien capturer les contaminants et les extraire dans leur tissu pour qu'on puisse ensuite les récolter et donc les enlever de l'environnement. Donc, c'est beaucoup plus écologique comme manière de faire que la méthode traditionnelle actuelle qui est souvent simplement d'escaver, donc prendre le sol contaminé et aller le mettre ailleurs. Donc, c'est simplement mettre le problème ailleurs ou qu'il n'est pas là présentement ou sinon d'émettre des substances chimiques qui, d'une manière autre, vont aussi contaminer malheureusement notre environnement.
Alors, c'est vraiment intéressant la phytorémédiation pour ça. Puis, donc, à l'IRBV, pour le laboratoire que j'étudie, Michel Labrec, c'est une de leurs spécialités. Isabelle l'a déjà bien nommé. On a plusieurs projets en cours. Donc, celui-ci qui est tout nouveau dans Rivière-des-Prairies, mais on a aussi des sites qui sont en fonction depuis plus de 7 ans et qui sont autour des raffineries, donc justement, et dont notre plante principale est le saule, qui permet tranquillement de décontaminer ces sols remplis d'hydrocarbures. Puis, ben, moi, mon projet de maîtrise en tant que tel et qui rejoint mes deux passions d'une certaine manière, donc la biologie et l'agriculture urbaine, c'est de voir si c'est possible de faire du compagnonnage, donc d'associer ces plantes-là qui extraient bien les contaminants comme les saules avec des plantes alimentaires comme les tomates cerises pour voir si lors de ce processus de décontamination qu'on fait avec la phytorémédiation dans Montréal-Est en ce moment, c'est possible en cours de route de planter de l'agriculture urbaine et de s'assurer que les contaminants sont rendus tellement réduits dans l'environnement qu'ils ne vont pas atteindre le fruit et donc il sera possible de se nourrir et donc, encore une fois, d'aller vers une multifonctionnalité de nos terrains et donc de préserver ces terrains qu'on est en train de décontaminer pour, espérons-le, un jour, avoir des fermes dans l'est de l'île telles qu'on en a maintenant dans l'ouest de l'île et donc de s'assurer ainsi d'aller vraiment vers le système alimentaire montréalais que je parle depuis tout à l'heure et que j'espère qu'il s'en vient prochainement. Puis, en plus de tout cela, j'ai un petit projet à côté associé à cette maîtrise qui relie plein de belles personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est justement de voir avec Miel Montréal dans les jardins collectifs de Montréal-Est que Noémie nous a si bien parlé. C'est les fleurs mellifères, donc les fleurs qui produisent du nectar dont les pollinisateurs comme les abeilles vont prendre pour faire leur miel. Si lorsqu'ils sont dans ce terrain contaminé-là, entouré des raffineries, c'est intéressant, il y a plusieurs de ces plantes-là qui peuvent extraire les contaminants comme les saules que je parlais, mais on n'est pas certain si les contaminants sont en trop grande quantité dans les fleurs et donc pourraient nuire potentiellement aux pollinisateurs ou pas. Donc, je vais pouvoir analyser cela et m'assurer donc, comme disait Laura tout à l'heure, j'espère qu'on ne me dira jamais que les fleurs sont mauvaises pour les abeilles. Bien, c'est ce que j'espère que je vais pouvoir démontrer et qu'encore une fois, on va pouvoir démontrer à nouveau que les fleurs, mais il faut en mettre encore plus, même dans les friches industrielles, parce qu'elles nourrissent les pollinisateurs en plus de tranquillement décontaminer les sols, parce que c'est magique, les plantes. Donc, c'est comme ça que je résumerai ça. Super, merci Marianne. Mais Laura, justement, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport au verdissement comme allié pour la biodiversité? Oui, mais c'est sûr que à la coop, les jardins qu'on fait, leur première mission, c'est comme je disais, de créer de l'habitat favorable à la biodiversité. Alors, c'est un peu plus indirect dans le lien avec notre alimentation, mais vous allez voir, il y a quand même un lien qui est énorme. Puis, chez Miel Montréal, on aime bien, ben là, Marianne parlait dans le fond de la multifonctionnalité des aménagements. Moi, je trouve que c'est un peu comme un cercle vertueux. On commence avec une fonctionnalité, puis en fait, bientôt, on se rend compte assez rapidement que ça l'aide dans toutes les directions au niveau social, au niveau éducatif, au niveau écosystémique. Donc, nous, chez Miel Montréal, on aime bien la phrase « prendre soin du tout petit pour prendre soin du plus grand ». Et puis, c'est vraiment de remettre le petit et le microscopique des fois, mais en tout cas, les insectes qui sont quand même assez invisibles au centre parce qu'ils font partie de ce cercle-là vertueux qui va finir par aider, favoriser la biodiversité dont l'humain et les humaines font partie. Donc, nous, les bienfaits des jardins, le premier, donc, de créer de l'habitat favorable à la biodiversité, on va travailler les jardins et on va sélectionner et designer nos jardins d'une certaine façon pour qu'ils soient le plus accueillants possible pour une multitude d'espèces en ville. Donc, par exemple, on va s'assurer qu'on a des plantes qui sont à la fois riches en pollen et en nectar, qui sont les deux sources de nourriture principales des abeilles et des pollinisateurs. Donc, ces deux composantes, donc plein de pollen, plein de nectar, ça fait l'adjectif mellifère qu'on dit souvent, mais qui est un peu comme un petit peu fancy, là, mais ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire en fait des plantes qui vont permettre de nourrir les abeilles et donc plus largement les pollinisateurs. Donc, premièrement, donc, de s'assurer de sélectionner des plantes utiles. En fait, je donne souvent l'exemple d'un parc ou d'un golf. C'est un espace vert, mais c'est un espace vert qui malheureusement est assez inutile pour la biodiversité parce qu'il n'y a pas de fleurs,
Puis même si on considère que c'est verdit, ben, ce n'est pas utile. Donc, on essaye, nous, d'avoir non seulement du vert, mais du vert utile. Donc, moi, je préfère dire fleurissement que verdissement. Je trouve que c'est un peu plus représentatif de l'idée qu'on s'en fait. Ensuite de ça, dans nos aménagements, ce qu'on aime, c'est avoir des floraisons qui se chevauchent. C'est-à-dire que ce qu'on veut, nous, c'est fournir un garde-manger aux pollinisateurs pendant la plus grande période possible. Donc, on va faire en sorte de sélectionner des plantes qui vont se chevaucher et donc permettre de fournir de la nourriture de début mai jusqu'à fin octobre, mettons. Donc, on vient vraiment essayer de sélectionner nos plantes en fonction de ça. Évidemment, on sélectionne majoritairement des plantes indigènes ou naturalisées. Les fleurs et les pollinisateurs ont coévolué depuis des millions d'années ensemble. Et donc, pour servir les pollinisateurs indigènes, rien de mieux que des plantes qui sont indigènes. Donc, on va vraiment essayer de favoriser le local, en fait. C'est pareil un peu pour l'alimentation, mais de favoriser au plus possible les fleurs locales qui conviennent le mieux, en fait, à l'écosystème dans lequel on veut agir. Et puis, finalement, pour non seulement faire des ressources, mais aussi que les aménagements deviennent des véritables habitats, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent servir d'abri ou d'espace de nidification. Ben, on va, par exemple, mettre des points d'eau parce que les insectes, ça boit. Donc, un point d'eau, c'est tout bête, mais c'est une des façons les plus efficaces avec très, très peu de moyens de favoriser la biodiversité. On va aussi, par exemple, laisser des éléments de bois mort ou laisser des tas de débris ou de détritus pour pas que le sol soit nu parce qu'il y a énormément de pollinisateurs qui nichent dans le sol ou qui nichent dans des tiges creuses, par exemple. Donc, on essaye le plus possible de, en fait, laisser l'habitat pour qu'il puisse être utilisable pour les pollinisateurs. Donc ça, c'est le premier bienfait, c'est donc d'essayer de vraiment, en fait, nous, adapter notre design au sauvage, entre guillemets, et pas que finalement le sauvage s'adapte à l'homme. On essaie d'inverser un petit peu la tendance. Le deuxième bienfait que je vois, qui est un bienfait indirect, mais ces jardins-là, par leur multifonctionnalité, et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que ces jardins-là aident à améliorer la santé des citoyens. Donc, évidemment, Marianne parlait des îlots de chaleur. Donc, c'est sûr que le fait même de verdir, ça va aider à faire baisser la température, puis à rafraîchir. Nous, à travers nos aménagements, par exemple, avec un projet pilote qu'on fait depuis l'année dernière avec l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, on essaye de mettre en place un protocole pour en fait faire de la lutte contre l'herbe à poux, qui est une plante envahissante et allergène, donc qui crée des allergies saisonnières respiratoires. Et on essaye de faire de la lutte contre cette plante-là grâce à de la compétition par couvert végétal. Donc, c'est-à-dire qu'on vient mettre des plantes favorables aux abeilles pour éviter que l'herbe à poux prolifère. Donc, non seulement on vient créer de l'habitat pour les pollinisateurs, mais en plus de ça, hop, on vient essayer de réduire les allergies saisonnières. Donc, on essaye de rajouter en fait des fonctionnalités, comme disait Marianne, pour que en fait on ait plusieurs bienfaits qui s'additionnent. Évidemment, la qualité de l'air et le bruit, Marianne en a parlé, mais on est par exemple en train d'essayer de planter à côté d'une carrière dans l'est de l'île pour voir si les plantes peuvent faire un espèce de moyen de mitigation, capter de la poussière, essayer aussi de faire des synergies avec les arbres, plantes plus arbres, pour renforcer la survie et la santé des espèces de la flore. Et donc vraiment d'aller vers différentes fonctionnalités. Et puis finalement, pour les citoyens et les citoyennes, le fait d'avoir des jardins, ça crée des milieux de vie. On essaie d'animer le plus possible nos jardins. Donc non seulement on fait l'aménagement, on va essayer de mettre des bornes pédagogiques pour que les gens qui se baladent déjà sachent pourquoi ce jardin-là, pourquoi ces plantes-là, parce que ça peut ressembler à du sauvage. Puis des fois, il y a comme des automatismes de dire « Ah, c'est sauvage, c'est pas le fun ». Alors, on explique beaucoup pourquoi on fait ces jardins-là. Puis, on va essayer de faire des animations directement dans les jardins. Puis, on a la chance que ça puisse se faire en extérieur et pendant la saison estivale. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On peut quand même échanger avec les gens pour vraiment leur apprendre toutes sortes de choses. Donc, de rendre ces jardins-là à la fois éducatifs, puis à la fois juste des endroits beaux aussi, beaux pour les yeux, puis beaux pour la santé mentale. Et puis le dernier, je ne veux pas m'éterniser puisque Marianne a très bien parlé de tous les services écosystémiques, mais on peut travailler la qualité des sols. Comme disait Marianne, on est en train aussi de faire un projet expérimental pour voir si on peut participer à la décontamination grâce à des plantes mellifères. Donc, ça pourrait faire une solution justement pour évidemment pouvoir planter dans des sols contaminés, ce que pour l'instant, on ne peut pas faire par exemple avec des plantes maraîchères et potagères. Donc, ça pourrait être vraiment le fun. Évidemment, si on encourage la santé des pollinisateurs, on aura une meilleure pollinisation dans nos villes. Donc, on arrive tout doucement avec le lien avec notre alimentation diversifiée et de qualité.
On peut récupérer des eaux, on peut essayer de faire des jardins designés pour mieux récupérer les eaux de pluie, etc. Donc, en fait, c'est ça, on a aussi ce côté bienfait écosystémique où on espère on va arriver à des villes vraiment plus résilientes et exemplaires, en fait, pour la biodiversité. Voilà. Super intéressant. Merci. Avant de passer à la période de questions, je vous informe à nouveau qu'il y a un formulaire en ligne. Vous allez trouver le lien dans la boîte de discussion, dans le chat. On veut connaître votre opinion par rapport à notre soirée, notre table ronde. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, remplir le formulaire d'appréciation. Vu que vous participez, vous courez la chance de gagner un des magnifiques sacs cadeaux qui est une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique et 4 laissez-passer pour visiter notre magnifique Jardin botanique. Alors, c'est maintenant le temps de passer à la période de questions. Je vous rappelle comment procéder. Vous pouvez cliquer sur le petit visage souriant, la réaction en bas de votre écran, cliquez sur lever la main ou vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Puis on va y répondre. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez aussi envoyer les questions à la fin de la soirée à l'adresse courriel de Cultiver Montréal, qui se fera un plaisir de répondre par la suite. Avec bienveillance, hein, évidemment, peut-être qu'il va y avoir un petit délai, mais on va répondre à toutes les questions. Il y avait, un petit peu plus tôt, il y avait Cynthia qui avait demandé est-ce que le design des jardins s'applique pour les particuliers, pour des petites cours? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ça? Je pense que la question était vraiment dirigée à Laura de Miel Montréal parce que c'est quand elle parlait des jardins des pollinisateurs qu'elle a posé la question. Oui, mais en fait, tout à fait, vraiment. Ça peut. Moi, j'ai planté des plantes mellifères dans des jardinières de balcon, fait que vraiment, il n'y a pas d'espace limite pour pouvoir faire ça. Puis j'ai eu des abeilles indigènes dans mes jardinières tout l'été. Donc en plus, ce qui est super le fun et gratifiant, c'est qu'on voit directement l'effet positif, entre guillemets, puis la fréquentation. Dès qu'on a des fleurs, il y a des pollinisateurs qui arrivent et plein de pollinisateurs différents. Donc c'est le fun de se rendre compte qu'il y a une diversité de pollinisateurs, même sur son balcon, dans sa ruelle. Il y a beaucoup de conseils sur le site justement d'Espace pour la vie sur comment faire un jardin accueillant pour les abeilles. Il y a également des conseils sur le site de la coopérative. Mais oui, tous les conseils que j'ai donnés sont applicables à toutes sortes de surfaces. Puis on encourage, en fait, il faut qu'il y ait une multitude d'aménagements parce qu'au plus il y en a, puis au plus ils sont proches les uns des autres, puis au plus ça va avoir un cercle vertueux, donc un effet vraiment multiplié. Donc oui, tout à fait. J'aimerais juste ajouter, en fait, je pense que c'est peut-être le mot aussi de design qui a mis, en tout cas, qui a peut-être fait questionner la personne. Ici, j'imagine que le but, c'est pas de faire un S avec ses fleurs pour optimiser les pollinisateurs à venir. Donc, on parle plutôt, c'est ça, des espèces qui vont être plantées, de l'importance qu'ils soient indigènes, donc qu'ils soient d'ici pour les pollinisateurs, que ce soit vraiment des espèces choisies pour eux. Donc, je voulais juste dire ça, mettre ça au clair. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement plus dans la façon dont on vient planter, par exemple, de planter en petites patches, en bosquet, pour qu'il y ait une sorte un petit garde-manger pour les abeilles. Il y a une liste aussi qui est disponible sur... vous pouvez taper plantes mellifères du Québec sur Google, puis il y a une liste qui est disponible par la MAPAC. Alors, ça aussi, c'est vraiment des ressources qui sont accessibles à toutes et tous. Ça ne demande vraiment pas un diplôme en design ou faire affaire avec une firme qui va vous demander de l'argent. Là, c'est vraiment accessible à tout le monde, citoyen et citoyenne. Cool, merci. Super intéressant. Il y a aussi Cynthia qui demandait, je pense que la question ça pourrait être très bien répondue par Marianne. C'est combien de temps la décontamination des sols par les plantes peut prendre? La fameuse question. La fameuse question. Très bonne question, Cynthia. Bien, c'est ça, l'histoire, c'est que la phytorémédiation a vraiment beaucoup d'avantages, comme je l'ai déjà nommé. C'est écologique. C'est très peu coûteux aussi de planter des plantes versus prendre beaucoup de machinerie pour déplacer du sol ou des substances chimiques. Par contre, son aspect négatif, c'est bel et bien le temps. Donc, on estime que c'est environ une quinzaine d'années pour bien décontaminer un sol par les plantes. Et bien entendu, chaque sol est différent et comme les plantes, puis au moins c'est ça qui est intéressant, c'est que les plantes vont naturellement s'adapter et de plus en plus, il y a des recherches pour bien comprendre quelles bonnes plantes à mettre selon le type de sol.
Mais ça fait en sorte que, bien entendu, plusieurs partenaires tels que la Ville de Montréal, des fois, ne sont pas très charmés par l'idée que ça va prendre 15 ans décontaminer leur sol. D'où l'intérêt de ma recherche de voir si c'est possible de créer de la multifonction pendant cette décontamination-là et de voir en cours de route, après 7 ans, par exemple, comme actuellement, est-ce que c'est possible, sécuritairement parlant, de planter des tomates cerises en même temps qu'on finit de le décontaminer, ce sol-là. Donc, permettre donc plusieurs usages sur le terrain, en plus de créer quelque chose de beaucoup plus agréable en vue. Les citoyens et citoyennes de Rivière-des-Prairies, par exemple, ils en parlent déjà qui sont vraiment contents de plus voir des haies de saule à la place des raffineries. Donc, déjà, ça, c'est un bonus en soi. Mais si en plus de ça, il y aurait une diversité associée avec des fleurs, par exemple, de Miel Montréal, etc., et des plantes alimentaires, bien là, on permet vraiment de nourrir autant les pollinisateurs que le quartier. Donc, ça sera encore mieux. Parfait. Oui, donc il faut commencer à planter maintenant si on va avoir les résultats. Donc, on a une belle tâche devant nous. Je vais juste tout de suite plonger dans la prochaine question, si vous êtes d'accord. Dans le fond, c'est de savoir un petit peu plus vos souhaits pour cette transition écologique-là à laquelle on aspire tous et toutes. Alors, comment on pourrait réaliser ça, en fait? Est-ce que vous avez une vision d'avenir pour l'agriculture urbaine? Oui, vous en avez une. Je sais, je veux la connaître. À qui l'honneur de commencer? Je peux commencer? Vas-y. J'ai quand même noté plein de choses parce que c'est ça, dès qu'on parle de projets futurs, de désirs et tout, c'est sky is the limit. So, premièrement, dans ce qui est mes souhaits pour que la transition écologique se fasse bien puis qu'elle puisse se réaliser, j'aimerais ça que les organismes en agriculture alimentaire, en verdissement ou autre, soient pris au sérieux par les instances gouvernementales. C'est ça, premièrement, de l'urgence de la crise climatique qui est clairement fortement reliée au verdissement des espaces. J'aimerais ça, la simplification des processus administratifs. Donc, quand les citoyens, citoyennes, quand il y a une communauté qui veut s'impliquer, qu'il n'y ait pas 1000 formulaires à faire qui soient comme barouettés d'un côté puis de l'autre, juste que ça soit simplifié. J'aimerais ça que les citoyens ne trouvent pas que leurs idées sont saugrenues et qu'ils ou elles fassent le pas pour contacter une organisation pouvant les accompagner dans le projet. J'aimerais ça, une boucle alimentaire autonome dans le quartier. J'aimerais ça, plus de toits verts. J'aimerais ça, plus de friches cultivées. D'ailleurs, on est en train de travailler sur des projets du genre, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est confidentiel, mais ça s'en vient. Donc, puis je pourrais en rajouter là, tellement. Là, je vais laisser mes collègues parler, mais j'ai envie beaucoup de choses. Ça fait du bien à voir. On veut des personnes motivées comme ça. Noémie, est-ce que tu veux partager? Oui, comme pour Isabelle, je pense aussi à tout ce qui est faire la promotion de ces initiatives-là, les faire connaître et justement leur montrer qu'en fait, les services qu'elles rendent sont au-delà effectivement d'un jardin pour des gens qui aiment jardiner et qui n'ont pas de jardin, parce que voilà, on entend beaucoup ça. Derrière ces initiatives, il y a tellement d'autres belles choses. Puis on l'a vu, c'est ce qu'on a dit, dans un contexte de pandémie où il y a aussi des phénomènes d'urbanisation de plus en plus forts. Puis des consommateurs, des gens qui consomment, qui ont envie de plus en plus d'alimentation locale. Donc, ça répond à tellement d'autres besoins. Donc, ça me paraît important d'en faire. C'est vrai que Cultiver Montréal est là aussi pour justement montrer. Enfin, voilà, c'est super bien pour ça, donner de la visibilité à ces projets. Et puis les connecter les uns aux autres parce qu'on est plus fort aussi ensemble. C'est ce qu'a dit aussi Marianne, l'agriculture, c'est pas l'agriculture urbaine, ce sont les agricultures urbaines et en fait on est tous apprenants et de pouvoir être en réseau de cette manière-là, d'échanger, d'apprendre des autres, de s'inspirer, c'est aussi super et je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse davantage. Innover aussi, aller trouver des nouvelles façons de travailler sur les jardins.
Puis je pensais aussi à l'implication de tous les acteurs en fait, parce que nous, c'est évidemment l'implication des citoyens qui est importante aussi pour faire vivre au quotidien les jardins. Mais en fait, on voudrait, nous, comme ce que fait Énergie Valero avec nous, bien sûr, ils ont eu un impact sur le territoire et c'est extrêmement important aujourd'hui qu'ils se mobilisent et on aimerait qu'il y ait d'autres acteurs qui se mobilisent, qui montrent, parce que leur démarche va au-delà, c'est-à-dire d'impliquer leurs salariés, de leur montrer que c'est important et que c'est une belle initiative, qu'il y a plein d'avantages et d'impact aussi pour eux. Donc, d'avoir des acteurs privés aussi qui font comprendre au sein de leur communauté que c'est important, qui vont bien au-delà de leurs besoins de visibilité, c'est super bien. D'avoir aussi des écoles qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, on a envie de projets d'éducation, on voudrait faire venir nos élèves sur les jardins. Ça, c'est super cool et on aimerait bien en avoir plus. Puis, je finirais peut-être par un point important, c'est effectivement les acteurs publics. On aimerait qu'ils portent davantage l'agriculture urbaine, que ce soit fait de manière plus coordonnée peut-être, ou en tout cas, qu'on soit plus main dans la main, Voilà, ça me semble vraiment important. J'arrête là sur ma liste au Père Noël. Merci. Marianne, Laura, est-ce que vous voulez nous partager votre inspiration? Je peux y aller, Laura, si ça te va. Oui, mais pour faire du pouce à tout ce qui vient d'être dit, que je suis 100% d'accord, en parlant de justement être pris plus au sérieux, puis j'irais plus loin en disant que moi, la peur que j'ai en ce moment, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, on voit l'agriculture urbaine comme Isabelle l'a nommé tout à l'heure, comme des chiffres. Donc, comment, pour s'assurer qu'il n'y a plus d'insécurité alimentaire, il faut qu'il y ait plus de production tout le temps, plus de serre, etc. Et oui, mais ça néglige toute l'importance de l'éducation et la sensibilisation qui, selon moi, est encore plus important pour s'assurer de lutter face à cette insécurité alimentaire-là et d'embarquer dans cette fameuse transition écologique, donc de financer, de faire comprendre à la philanthropie, aux bailleurs de fonds, au gouvernement, à quel point c'est important de financer les porteurs d'organismes qui font de l'éducation et de la sensibilisation à leur métier. Parce que c'est bien beau de donner du poisson, mais c'est bien mieux d'apprendre à pêcher et par la suite, donc, de continuer à être toujours plus résilient de cette manière-là. Donc, ça, c'est vraiment mon rêve de base. Et puis, bien, en conséquence, donc, les ambitions politiques grandissent et soient à la hauteur des rêves de nos communautés, donc des citoyens et citoyennes, que ça fait longtemps pour la plupart qui sont prêts à embarquer dans ce type de changement-là et que c'est malheureusement le rouage institutionnel qui est bien entendu beaucoup plus long. Donc, toujours mettre plus d'huile sur ces rouages pour que ça aille de plus en plus vite. Je pense que ça s'en vient pour permettre justement que ça soit plus facile pour n'importe qui dans son quartier de se réapproprier son espace, de continuer à le verdir. Je pense que c'est tout le monde ensemble qu'on va y arriver à cette transition-là. Et ça, justement, ça l'amène à la base aussi qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a un mouvement en ce moment super intéressant, justement, avec les serres et tout ça. Il y a une partie très innovante à l'agriculture urbaine qui, des fois, l'amène à être une grande technologie ambitieuse qui est tout à fait en son honneur. Et encore une fois, c'est cette diversité qui est importante, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture urbaine doit rester accessible et inclusive. Et en ce moment, elle ne l'est pas non plus pour tout le monde. Donc, s'assurer de la rendre toujours plus accessible à tout le monde et ça va de soi avec tout ce que je viens de dire avant. Donc, plus qu'elle va être financée dans son ensemble, plus qu'elle va être facile à être accessible et moins qu'il y aura de rouage pour la rendre possible à tout le monde. Voilà, c'est ce que j'espère. Merci, Marianne. Laura, est-ce que tu veux ajouter Oui, je ne suis pas contente de passer en dernier. Je vais être la plus douce, je pense. Merci à mes collègues. Mais je pense chaque mot qu'elles ont prononcé. Moi, je dirais pour un côté plus diversité, qu'on oublie un peu le gazon, puis qu'on transforme le gazon en des espaces de biodiversité et l'asphalte, évidemment. Que la nature soit un peu plus inclusive, c'est-à-dire qu'on arrête de penser que pour être en nature, il faut faire 350 km, prendre un char, puis payer un droit d'entrée, mais qu'on puisse se dire qu'on peut aller dans un bout de nature, dans son quartier, dans sa ruelle. Remettre du sexy dans le sauvage, que les friches urbaines ne soient plus considérées comme des menaces, mais comme des oasis de vie puis de beauté. Je pense qu'on a vraiment un rôle
de s'habituer, d'avoir un œil qui finalement remet le sauvage vraiment dans une normalité, parce que c'est magnifique. Et puis que, évidemment, comme ça, pour que les villes puissent devenir vraiment plus résilientes. On voit à quel point c'est important, encore plus en période de pandémie où, dans le fond, on n'est pas libre de nos mouvements et où il y a tellement de pourcentage de la population qui vit en ville. C'est essentiel que les villes deviennent plus agréables, deviennent plus résilientes et deviennent plus autonomes. Je pense que j'avais un souhait aussi, c'est que tout le monde, que ce soit les individus, les organisations ou les institutions, fassent partie de la régénération. Et chacun à son échelle, on a un rôle à jouer là-dedans. Mais que l'humain, finalement, se remette dans le concept de biodiversité. Souvent, on parle de biodiversité, puis de nous. Moi, j'aimerais ça que la biodiversité comprenne tout le monde et qu'on ne soit pas forcément au centre, mais qu'on fasse partie de ce tout-là, qui pour moi est magnifique. Et puis, je dirais peut-être pour le côté un peu plus politique, plus de solutions pansement. Alors, des fois, les humains, je pense que c'est très naturel et qu'il faut un peu qu'on se batte contre ça, mais des fois, on a tendance à aller vers la facilité et aux solutions qui sont jolies et qui sont simples, des fois un peu trop simples pour être vraiment utiles. Alors, je sais que des fois, c'est complexe, puis des fois, on n'a pas le goût, puis c'est inconfortable parce que des fois, il faut faire marche arrière, on pense avoir trouvé une solution, finalement, on se rend compte que non, mais ça doit prendre cet effort-là, parce que sinon, on passe des décennies, des années à aller dans des directions qui sont de plus en plus difficiles de faire marche arrière. Alors, remettons-nous en question, soyons vulnérables, ça fait du bien. Puis, faisons tous partie c'est normal de faire des erreurs, mais d'aussi les reconnaître et de revenir en arrière pour mieux faire. Je pense que c'est vraiment important et essentiel. Puis, finalement, je pense que la nature est tellement magnifique qu'on pourrait juste s'inspirer un peu plus du vivant pour améliorer nos pratiques, juste à savoir comment une ruche fonctionne et à quel point elle fait que du gagnant-gagnant dans ses relations à l'environnement, dans ses processus de prise de décision. Je pourrais en parler des heures, mais on pourrait peut-être juste s'inspirer un petit peu plus de ce qui fonctionne dans la nature à l'état sauvage pour retrouver nos grands cerveaux puis faire quelque chose qui marche sur le long terme. Voilà pour moi. Wow, super. Super intéressant, ça me fait du bien vous entendre. Super. Il nous reste peut-être un petit 5 minutes pour une petite tournée de questions. Si les participants ont envie de poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat maintenant. On va les lire, puis l'intervenant va pouvoir y répondre. Sinon, vous pouvez lever la main en cliquant en bas de votre écran. Sur réaction, vous levez la main, puis vous pouvez poser votre question de vive voix si vous préférez. Puis j'ouvre aussi la possibilité aux intervenants de se poser des questions si ça vous tente pour les 5 prochaines minutes. Je vais regarder dans le chat si j'ai peut-être manqué des questions qui avaient été posées avant. Ben, il y avait Lydia qui demandait à son niveau, à elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire en fait pour contribuer ou s'impliquer dans la transition écologique. Je pense que vous avez donné comme vraiment plein de... Mais tu sais, en quelques mots, là, si on doit les sortir, qu'est-ce que... Ouais, vas-y, Isabelle. On a parlé beaucoup, en fait, d'engagement citoyen au niveau de la communauté, dans des organismes et tout, mais personnellement, je considère que même si, désolée, je vais tutoyer la personne, là, même si tu décides de faire pousser un poivron sur ton balcon dans un pot, je trouve déjà que c'est participer à la transition écologique parce que c'est ça va par des comportements, puis je veux dire, tu vas peut-être influencer d'autres personnes à faire pousser des petites plantes dans leurs petits pots, sur leur balcon, puis si tout le monde commence à faire ça par des influences, en voyant en fait d'autres personnes le faire, ben c'est ça aussi la transition écologique, c'est de changer nos comportements, puis voilà, donc peu importe qu'est-ce que tu fais en ce sens, selon moi, tu participes à la transition écologique, puis il ne faut vraiment pas négliger ça. Oui, je me permettrais juste d'ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Isabelle vient de dire. Chaque petit geste compte et la plante sur ton balcon est tellement importante. Puis si c'est un succès que tu veux les donner par la suite, en récoltant les semences, en a plus que ce que tu as besoin, ben, tu peux les répartir puis juste en parler. Parler de ce que tu as entendu aujourd'hui, parler de ce que tu apprends demain. Et surtout, si ça te tente, là, seulement si ça te tente, mais on néglige souvent l'importance de parler à nos élus.
qu'ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux. Souvent, c'est malheureusement ceux qui chialent qui parlent fort, alors qu'on pourrait aussi parler plus positivement de nos rêves, de ce qu'on veut que devienne notre communauté, notre ville. Donc, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas le négliger. On n'a des fois pas l'impression qu'on a beaucoup de pouvoir et pourtant, on reste dans une potentielle démocratie. Il faut la faire vivre, celle-ci. Et c'est justement chaque citoyen et citoyenne qui peut le faire en ce sens. Moi, je rajouterais, évidemment, je suis full d'accord avec mes collègues et je rajouterais des fois changer son, comment dire, je vais vous donner un exemple. Quand je fais mes courses dans une épicerie conventionnelle, je me tire les cheveux de quelle option c'est la meilleure entre des pommes bio emballées ou des pommes pas emballées mais qui viennent des États-Unis versus une pomme qui est au Québec. En tout cas, les choix sont impossibles. Puis là, d'un coup, on découvre les paniers fermiers. Puis il y a comme toutes ces paradoxes qui s'en vont parce que non seulement tu as des produits qui viennent d'un producteur local, tu as des produits qui sont souvent bio, frais, ils sont choisis pour toi, donc tu n'as même plus à te casser la tête de ce que tu vas, ce que tu vas choisir à l'épicerie. Bref, tout ça pour dire que des fois, de rester dans le système conventionnel avec une nouvelle façon de penser, ça peut être tellement complexe que des fois, c'est décourageant. Mais il y a souvent des petites initiatives qui sont un peu moins connues, mais qui simplifient grandement la vie, mais qu'il faut un petit peu sortir du chemin établi, puis réfléchir un tout petit peu autrement. Souvent, d'ouvrir une nouvelle porte, ça simplifie énormément au lieu de continuer à se faire des nœuds au cerveau. Donc, mon conseil, ce serait peut-être ça. Ouais, ben super, merci. Dans le fond, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Noémie. Merci à Laura aussi d'avoir partagé avec nous cette super belle énergie. Je ne sais pas pour vous, j'ai quand même un petit élan de positivisme. Je sais qu'on va y arriver, ça va bien aller tous ensemble. Merci beaucoup pour cette merveilleuse table ronde. La programmation se poursuit demain et après-demain pour le volet virtuel du petit rendez-vous horticole, mais il y a aussi le petit rendez-vous horticole en présentiel le 28, 29 et 30 mai, donc tout prochainement. Vous pouvez vous procurer vos billets sur le site web d'Espace pour la vie. Voilà, donc je vous remercie. Vous avez aussi également dans le chat le formulaire d'appréciation dont je vous ai parlé pour pouvoir courir la chance de gagner les merveilleux sacs cadeaux ici puis les laisser passer. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis à la prochaine. À demain, c'est un rendez-vous. Merci tout le monde. Merci. Merci énormément. C'était très agréable. Merci. Bonne Bonne soirée.